environnementale, même à cette échelle. Merci. Alors, encore une transition. Voilà un des domaines où il y a à la fois une politique européenne et puis une très grande subsidiarité nationale, c'est la PAC. Il y a beaucoup de débats sur cette subsidiarité nationale, hein, qui apparaît pour certains comme une régression. En tout cas, c'est un fait. La France a eu la faculté d'écrire un parcours singulier pour ses producteurs, un contrat entre ses producteurs et la nation. Or, dans le plan Ecofito 30, 2030, pardon, que vous avez mis en débat, figure la volonté d'engager, alors lentement, hein, une réflexion en 2024, en vue de 2025 peut-être, etc. Ça nous paraît un peu flou et lent, mais le simple fait que vous ayez inscrit, un an après sa mise en œuvre, le besoin d'une révision du PSN n'est-il pas un aveu que ce PSN n'est pas à la hauteur des enjeux écologiques que nous partageons? Et alors, ma question va être plus précise. Et c'est vraiment à l'épreuve de l'interministérialité. Alors, pourriez nous répondre, comme le ministre de l'Agriculture, que c'est guère mieux dans les autres pays, qu'il y a des mesures élitistes que personne ne prend, que l'on a fait des mesures populaires mais qui ne changeront rien, et que finalement on est dans la moyenne européenne. Mais enfin, ça fait pas une politique, hein, et on n'est pas à la hauteur des enjeux. La vérité, c'est, on aimerait vraiment que vous nous disiez comment est-ce que le ministère de l'écologie, dans les débats qui ont prévalu au moment de la fixation des règles du PSN, a pesé, ou est-ce qu'on a eu un dialogue uniquement entre la profession et le ministère de l'Agriculture? D'abord, je finis sur le début de votre interpellation. À l'occasion d'un des derniers conseils européens, juste après le vote, le premier vote sur la position de la Commission, je me suis retrouvé avec mes collègues membres de l'écologie ou de l'environnement. Et tous ont expliqué le fait qu'ils ne pouvaient pas arrêter une position à titre perso sans avoir consulté en interministériel chez eux les ministres de l'Agriculture par rapport à ce que nous pourrions décider. Donc, de ce point de vue, et y compris dans des pays de plus petite taille où on peut penser que l'interministérialité fonctionne de façon plus rapide. J'ajoute que, sans critique, mais le moment que nous avons passé avec ce Conseil des ministres franco-allemands et ce temps avec nos homologues a aussi permis de mesurer la complexité qu'il pouvait y avoir là-bas sur des sujets comparables au débat que nous avons ici. Par exemple, la question du loup, sur un sujet très lointain de celui qu'on évoque, entre le ministère de l'écologie et le ministère de l'agriculture en Allemagne, fait manifestement l'objet de débats à peu près comparables à ceux que nous avons chez nous dans des circonstances différentes. J'arrive au PSN et à la place du ministère de l'écologie. Non, l'interministérialité, euh, sur ce sujet où aujourd'hui, sur les PPP, on est sur des usages agricoles puisqu'on a banni les autres au fur et à mesure du temps qui a passé, elle, elle consacre évidemment un rôle important du ministère de l'Agriculture, mais elle n'est pas de façade pour que les autres ministères aient leur voix au chapitre. C'est vrai pour les discussions que nous avons entre nous en termes d'arbitrage et de prise de position vis-à-vis de Matignon, ça l'est dans les débats qui, entre ministres, nous conduisent à présenter pas seulement la contribution de nos écosystèmes, nos convictions, nos histoires, le rapport effectivement de nos propres parties, prenantes, et objectivement qu'on ait besoin d'ajuster des politiques européennes. C'est d'autant moins surprenant qu'entre le moment où on les conçoit et le moment où on les met en application, il y a des laps de temps qui sont liés au temps pour se mettre d'accord à l'échelle européenne. Et donc, même si on peut se dire quand même, on lance une révision alors que le dispositif a été arrêté il y a peu de temps, si vous regardez la genèse de la PAC et le moment où elle a été pensée, et le moment où, dans la course de haies successive des textes européens, vous finissez par avoir un dispositif qui s'applique, vous avez des mois et des mois pendant lesquels la société a continué à bouger, pendant laquelle la science a continué à bouger, pendant laquelle notre connaissance a continué à bouger, et au moment où vous enclenchez une procédure, vous savez que ça va à nouveau prendre des mois avant que ça fonctionne. Donc je soutiens évidemment sans réserve cette révision. Je la crois logique et plutôt rassurante sur le fait qu'on ait précisément des politiques qui ne s'ignorent pas, qu'on tienne compte de ce qu'on dit dans nos plans éco-phyto et que ça n'est pas juste une façon de répondre à une sorte de pression citoyenne, mais que ça correspond à une vérité
enfin, un engagement et une volonté sincère de diminution. Si, alors, vous avez coopéré à ce PSN dont tout le monde aujourd'hui admet à peu près, scientifiques, ONG, et même les syndicats de MIMO, qu'ils ne vont pas changer les pratiques agroécologiques de façon significative. Il y avait une opportunité, est-ce qu'on a des problèmes financiers pour payer tout le monde, des problèmes de paiement? Il a fallu revoir les critères. On aurait pu estimer que c'était peut-être le moment de pousser un peu les feux sur la bio, sur les MAEC, sur différents sujets, etc. Et au lieu de ça, on a eu une diminution homogène de l'ensemble des dispositifs de l'éco-régime, alors que déjà, on était renseigné sur le fait que les changements opérés n'étaient pas à la hauteur des enjeux écologiques qui sont dans l'intérêt même des agriculteurs. Est-ce que sur une telle décision, vous êtes sur une décision commune avec le ministère de l'Agriculture ou est-ce que c'est une gestion déléguée au ministère de l'Agriculture? Par définition, ce qui est interministériel, et ça n'est pas une lubie ou un slogan, fait l'objet de discussions entre la totalité des ministères concernés et d'arbitrage à la fin qui relève du seul moyen de trancher l'interministérialité, c'est-à-dire au niveau de Matignon. La mise en œuvre ensuite, et la place prééminente que joue naturellement le ministère de l'Agriculture n'échappe à personne, mais ne nous empêche pas et de faire valoir nos arguments et de les présenter et de considérer d'ailleurs qu'on a encore des marges d'amélioration sur cette révision des PSN. On peut objectivement considérer que les cahiers des charges souffrent peut-être d'un peu trop de complexité sur les ambitions, qu'on peut être plus ambitieux sur les augmentations des mesures agro-environnementales et de la façon dont on pourrait effectivement financer des choses qui permettraient d'aller plus loin. L'histoire n'est pas totalement écrite, monsieur le rapporteur, vous le savez. Cas sur l'arbitrage tel qu'il a été rendu, il ne redonne aucun avantage aux mesures qui auraient un effet agroécologique. Donc là, cette révision budgétaire est une occasion perdue, mais on entend la volonté de revenir sur ce PSN. Je voudrais vous interroger sur un dispositif qui a bénéficié du PSN, c'est la haute valeur environnementale. J'ai demandé à voir l'ensemble des pièces, des débats qui ont prévalu aux décisions concernant HVE. Je fais partie de ceux qui pensaient que sur le principe, c'est un levier important. Vous ne pouvez pas conditionner l'évolution agroécologique simplement au marché de la bio et qu'il fallait une étape qui soit accessible à un grand nombre d'agriculteurs pour enclencher une démarche agroécologique. Mais dans la définition, dans la taxonomie qui a été retenue pour HVE, il y a plusieurs possibilités d'intervention. Et ces possibilités d'intervention dans leur diversité permettent de se distraire de celles qui concernent directement l'ambition en matière de réduction de la phytopharmacie. Est-ce que vous avez un regret quant aux arbitrages que vous avez rendus, qu'ont rendu votre ministère, je ne sais pas si vous étiez là à ce moment-là, qui ont été rendus par le ministère de l'écologie? C'est un sujet qui a été beaucoup investi par le ministère de l'écologie. Est-ce que vous avez un regret aujourd'hui sur le fait que HVE tel qu'on l'a fourni n'enclenche pas vraiment le moteur de la réduction de la phytopharmacie? Plusieurs éléments de réponse. D'abord, je n'ai pas été associé personnellement au label pour une question de calendrier de date, pas pour une question fonctionnelle pour vous répondre. Ensuite, j'entends dans votre intervention et dans votre réponse que vous avez, vous, à titre personnel, évolué sur le sujet. Ma réponse est la suivante. On a besoin de miser sur l'agroécologie, on a besoin de miser sur le bio, on a besoin de faire progresser tout ce qui nous permet de diminuer les intrants, de diminuer la pression sur les ressources. Et la planification écologique, elle repose sur un doublement des surfaces bio en 2030, y compris pour des questions de préservation de la biodiversité, d'atténuation, d'adaptation. Mais on ne pourrait pas se satisfaire de l'idée qu'on aurait 20% des gens qui seraient en bio et 80% des agriculteurs qui n'auraient pas bougé. Qu'on ait des labels qui poussent à faire en sorte de regarder comment on améliore. C'est pas ce que je dis que vous dites, mais c'est ma réponse. Et donc très concrètement, je considère que des labels comme cela, ils permettent de bouger, ils permettent d'aller faire en sorte d'enclencher des mouvements. Une des difficultés dans l'agriculture, notamment quand on la compare par rapport à l'industrie, sur les changements et sur les évolutions de modèles, c'est qu'on joue sur du vivant.
2, c'est qu'on a un âge moyen des exploitants qui permet parfois de comprendre pourquoi certains investissent, passent la marche, ou d'autres n'entament pas des processus de conversion qui n'auront pas nécessairement le temps d'amortir pour des raisons qui sont y compris des raisons économiques. Et 3, c'est de bien prendre en compte derrière qu'on a des réalités de marché. On doit donc évidemment se pencher sur les conditions des labels, mais se préoccuper aussi que ceux qui sont vertueux bénéficient des décisions que nous prenons. Et ça, c'est l'application des Galim, c'est le suivi très concrètement de la part de bio dans les cantines pour qu'on puisse faire en sorte de renforcer le dispositif, c'est le fait d'éviter des importations qui ne sont bonnes ni pour l'écologie ni pour le revenu d'une partie de nos agriculteurs, en faisant attention aux accords que nous passons d'un point de vue international. Et tous ces éléments, ensuite, ils seront de nature à crédibiliser des ambitions sur le cahier des charges. Je veux juste témoigner d'une chose, c'est que je suis frappé dans les rencontres à leur demande que j'ai pu avoir avec les jeunes agriculteurs, de la façon dont on a une génération qui est en train d'arriver et qui ne se préoccupe pas du mot ou du label, mais qui se préoccupe de prendre le wagon de la transition de façon effective et concrète. Deux questions encore pour laisser à notre collègue, au président, la capacité à vous interroger. J'en ai plein d'autres, mais je veux leur laisser cette possibilité. Vous avez été au premier plan investi auprès d'Antoine Peillon dans son exercice de planification. Et j'ai eu l'occasion de saluer, même comme député de l'opposition, le travail remarquable qui a été fait. Un travail d'une métrique, une recherche d'une cohérence. Comment est-ce qu'on bouclait le cycle du carbone, celui de la biomasse, celui du cycle de l'azote, etc. Enfin, c'est un travail qui est assez remarquable. Je dois l'interroger prochainement. On doit s'appeler, on doit se rencontrer, saisir des documents, mais j'espère qu'on peut s'épargner ce moment-là. Mais j'aimerais savoir exactement comment la question de la phytopharmacie et de sa diminution a été mise en cohérence avec les autres objectifs qui sont ceux de la décarbonation, qui sont ceux de notre souveraineté alimentaire et des besoins en biomasse pour l'énergie. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir participé à des débats où ces enjeux étaient parfois en contradiction? Je le dis parce que dans la société civile court cette petite musique que la priorité c'est la décarbonation et que finalement sur les phytos on pourrait un peu lever le pied ou passer, enfin le mettre en second plan. Et est-ce que ce type de questions, qui sont des questions extrêmement complexes, hein, difficiles à résoudre, vous avez eu à participer à des arbitrages ou à comprendre comment est-ce que la trajectoire proposée permettait de concilier réellement le moins 50%, souveraineté alimentaire, décarbonation, production de biomasse, etc. etc. Je poursuivrai avec Antoine Peillon, mais j'aimerais avoir la version de Christophe Béchu. Bon, c'est une question compliquée parce que c'est un an de boulot, c'est des dizaines de réunions, avec pour certaines un vrai lead objectif quand on était sur des enjeux de transition écologique, pour d'autres des temps partagés là aussi en interministériel avec d'autres ministres, et puis pour certains des temps qui se sont passés où j'ai été plus, comment dirais-je, plus spectateur d'acteur d'une partie des discussions hyper techniques sur une partie des filières. Si je résume, sur les questions qui dépendent de mon périmètre ministériel, que sont les transports, que sont les bâtiments, on a produit des propositions, on a discuté des hypothèses, on a négocié potentiellement ce que pouvaient être des souhaits d'aller dans telle ou telle direction. On a discuté des sous-jacents budgétaires qui rendaient crédible le fait d'aller imaginer un nombre de rénovations, un accompagnement des collectivités territoriales, etc. Ensuite, il y a un champ sur lequel on a beaucoup travaillé avec le ministère de l'Agriculture, qui est la question de la biomasse. Parce que la forêt, elle est au croisement du stockage, de la préservation de la biodiversité, et comme il n'y a pas que la question de l'atténuation dans la planif, mais qu'il y a également la question de la stratégie nationale de biodiversité et la question de l'adaptation du 4 degrés et donc des îlots de fraîcheur, enfin je ne vous refais pas tout l'article, mais qui compte, là-dessus on a eu pas mal d'échanges. Et puis indirectement, sur les biodéchets, et sur la capacité à les produire potentiellement du compost qui relève des collectivités territoriales et qui peut remplacer une partie en termes d'engrais de ce qu'on peut imaginer par ailleurs, il y a eu quelques points de jonction. En revanche, je n'ai pas personnellement participé à un temps sur la trajectoire des produits phytopharmaceutiques reliés à la planification écologique de façon concrète. On a rapidement évoqué, pour autant que je m'en souvienne, une des questions sur les productions
de ces engrais, sur la manière dont on les importait, sur les conséquences potentielles par rapport à ceux qui les fabriquent, mais c'était marginal par rapport aux questions que vous posez qui sont plus précises sur la contribution effective. Je regrette parce que, par exemple, sur la question de la trajectoire de diminution des engrais azotés, qui est très liée à la maîtrise de la phytopharmacie, ça fait des années, ça a commencé avec Julien de Normandie, on l'a alerté plusieurs fois dans le Parlement en disant mais il faut commencer tôt, sinon ça va être on va tomber devant un mur, un jour on n'acceptera plus cette dépense fossile, les effets extra, etc. On va avoir un problème de souveraineté, pétrole, on va avoir, ou gaz, on va avoir un problème d'effet sur le dérèglement climatique. Donc il faut anticiper ce sujet. Or, dans la loi climat, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit il faudrait commencer à réfléchir, à bricoler, enfin, etc. Donc il n'y a pas eu des débats dans la trajectoire de transition écologique. Comment est-ce qu'on maîtrisait les engrais azotés sous leurs différentes formes? Deux, pour maîtriser les phytos, comment est-ce qu'on gardait la biomasse néanmoins nécessaire? C'est des sujets absolument capitaux. Et c'est directement des sujets énergie et climat. Donc je ne vous en fais pas le reproche, hein, mais encore une fois, je vais poursuivre parce qu'on aimerait dans le rapport voir si ces questions ont été traitées par le gouvernement à un endroit ou l'autre et qu'on peut dire qu'effectivement, non seulement il faut diminuer les phytos, mais il faut engager celle des engrais azotés, sinon on va se retrouver devant quelque chose de violent qui va nous arriver. À force de ne pas traiter le sujet, il va rejaillir par la force des choses et ça va être violent. Et que néanmoins, on allait nourrir une partie, non seulement les Français, pour contribuer au récit européen, et voire méditerranéen de la nourriture, etc. Ça nous rassurait terriblement d'avoir des éléments de réassurance sur ces points. Votre question n'était pas de savoir si le gouvernement s'était penché sur la réduction des engrais azotés en trajectoire, du fait de savoir si j'avais personnellement participé à la discussion de la trajectoire. Donc ma réponse, il y a 52 leviers dans la planification écologique, on en dans des degrés de détail qui sont importants. Là-dessus, sur la question des engrais, il y a eu y compris des discussions de mémoire avec le ministère de l'Industrie, parce qu'on est sur de la production, exactement sous l'angle que vous décrivez, qui est l'angle de la souveraineté. Et là, tout finit par boucler. La question d'un zéro artificialisation nette qui évite d'aller bouffer des espaces agricoles dont on aura besoin en termes de souveraineté dans un contexte où, compte tenu des ressources, il ne faut pas s'attendre à des progressions nécessaires et des augmentations de rendement à l'hectare, avec des ressources qui vont être diminuantes, et je pense en particulier à l'eau, donc avec des modes de production qui doivent être plus sobres, et avec l'assurance de pouvoir se les fournir en circuit court ou près de chez nous. Tout ça fait bien l'objet de bouclage dans le cadre de la planification écologique. En revanche, ce ne sont pas des sujets sur lesquels mon ministère a été proactif sur le fait d'aller amener des solutions. On avait déjà un peu plus de 50% de la trajectoire sur lequel c'était à nous d'aller expliquer les types de gisements qu'on repérait et d'avoir des discussions avec le SGPE pour croiser à la fois leurs analyses, les besoins budgétaires et la place des collectivités territoriales dans le bouclage global. Croyez-moi, ça nous a déjà pas mal occupé. Ah, je trouve cruel que vous ayez parlé du ZAN parce qu'on n'a pas le temps de développer. Je ne pourrais pas vous dire tout le mal que je pense de la loi qui a été adoptée, mais c'est hors sujet, donc on va. Voilà, mais j'aurais préféré que vous n'en parliez pas. Revenons sur un sujet qui est directement sous votre autorité, qui est capital, qui, je le dis comme rapporteur, on arrive à la fin de nos travaux, et celui qui m'a le plus bouleversé, parce qu'on avait le rapport de l'INSERM qui nous alertait sur les effets santé, on savait, les effets biodives, on connaissait, mais vous l'avez dit vous-même, les milieux aquatiques et la sécurité d'accès à l'eau potable est aujourd'hui en danger par le double effet dérèglement climatique et concentration des pollutions. Bon. Qualité et quantité vont se rencontrer avec des effets tragiques. Moi, je suis étonné. Alors, quelques questions sur l'eau, rapides. Parce qu'on y reviendra s'il faut, mais encore une fois, je vais être sûr que le président puisse vous interroger. Et Anne-Laure Babot. Sur l'eau, le seul chiffre que vous donnez dans le document du gouvernement, et forcément il vient de votre ministère, c'est celui d'une étude de 2015-2016, des inspections, j'imagine, de votre ministère et associé à d'autres. Est-ce qu'on n'a pas de référence plus récente que 2015 pour évoquer le coût de la pollution de l'eau? Ça m'a vraiment surpris, quoi, parce que c'est un sujet... Alors, est-ce qu'on dispose d'études, des inspections ou d'études ministérielles ou d'un centre de recherche, je ne sais pas quoi, de quelque chose de plus documenté que 2015? Ça fait quand même 8 ans. Et entre-temps, on voit les effets du dérèglement. J'ai eu des informations aujourd'hui sur la forêt qui sont pas des bonnes nouvelles. Ça serait pire que ce qu'on avait prévu, etc. Sur l'eau, on mesure chaque année les effets terribles, etc. Donc, est-ce qu'on peut, quand on fait un plan Ecophyto 2030, se référer à des études de 2015 sans avoir mieux documenté ces questions, à la fois du coût public et des risques avérés pour la sécurité alimentaire de nos concitoyens?
l'été de mon arrivée, j'ai vécu aux premières loges un épisode de sécheresse qui m'a conduit à mesurer ce qui étaient les trous dans la raquette en matière de politique de l'eau. Quand vous n'avez aucune remontée en temps réel des communes qui sont par exemple confrontées à des difficultés d'eau potable, parce que ça c'est géré par l'ARS, vous voulez parler d'interministérialité, et qu'il n'y a pas de remontée, parce que vous êtes sur un ministère santé avec des chiffres. La mission d'inspection a d'ailleurs assez bien documenté ce que nous devions améliorer, et le rétex qu'on en a fait dans la foulée immédiate, à l'automne dernier, a nourri le plan eau et les mesures annoncées le 30 mars. Je donne cet exemple. L'absence d'actualisation du coût de la pollution est tout à fait exacte. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons une mission IGF-IGAS, de manière à pouvoir précisément disposer de chiffres actualisés exactement pour les raisons que vous êtes en train de dire. D'autant que moi, c'est vrai pour la forêt, c'est vrai pour l'eau, c'est vrai dans beaucoup de domaines, une obsession, une marotte, qui est que nous puissions renseigner nos concitoyens sur le coût de l'inaction. On discute dans beaucoup de politiques de qu'est-ce qu'on doit faire. Vous vous rendez compte, ça coûte cher, ça représente tant. Quand vous mesurez ce que coûte le fait de ne rien faire dans un certain nombre de domaines, et ça peut être vrai pour de la dépollution, ça peut être vrai pour de la prévention, ça peut être vrai pour du curage, vous vous rendez compte à quel point nous n'avons pas un débat dans lequel on a tous les éléments pour être capable de décider, parce que le coût de l'inaction, il relativise parfois le coût de l'action, ou en tout cas, il l'objective. Donc c'est la raison pour laquelle nous actualisons ce coût, y compris pour demain, dans nos politiques d'adaptation, montrer la rationalité qui a augmenté nos budgets de lutte ou les dispositifs de responsabilité de metteurs sur le marché, sur plein de sujets. La question par exemple des microbilles de plastique, je ne vais pas entrer dans un certain nombre de détails, puisque là on parle des produits phytopharmaceutiques. Malheureusement, l'eau et les milieux aquatiques sont aussi attaqués par d'autres types de pollution qui ont elles-mêmes des coûts et qui nécessitent là aussi qu'on soit capable d'avoir des évolutions de pratiques ou des mesures de REP spécifiques. Du plan Éco-Phyto 2030, qui évidemment sont articulés, on avait des propositions relativement audacieuses en matière de protection des captages. Je vous avoue qu'elles ne nous paraissent pas suffisamment ambitieuses. J'évoque par exemple le sujet du droit de préemption. Le droit de préemption, vous êtes élu, vous savez aussi bien que nous que c'est quand il y a une vente, mais autrement on n'a pas. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin? Il y a toute une série de mesures, Auré, etc. Enfin, on les a bien vues, on a vu 2 fois les agences, donc on connaît bien tout ça, mais on se dit vraiment en matière de captage, il y a des territoires où ça fait une décennie, parfois 2 décennies, qu'on met de l'argent public, qu'on négocie, qu'on tergiverse. On n'a plus ces années-là devant nous, parce qu'on va manquer d'eau potable. Bon, est-ce qu'à un moment donné, la puissance publique ne doit pas faire preuve de plus d'autorité et ne pas laisser les préfets sous la pression des acteurs locaux? Est-ce qu'une certaine verticalité ou l'intérêt général ne devrait pas s'exprimer à ce moment-là? Est-ce que des procédures un peu plus unifiées à l'échelle nationale ne devraient pas avoir cours? J'entends. Mais il y a une mesure qui est extrêmement ambitieuse et qui est potentiellement la base ensuite de d'autres décisions qui pourraient être prises. C'est l'obligation que chaque captage dispose d'un PGSE. Nous n'avons pas aujourd'hui sur une part significative des captages d'eau potable de ce pays de plans de gestion sanitaire qui permettent de façon concrète d'avoir des résultats significatifs et donc parfois de pouvoir prendre des mesures appropriées. La systématisation des PGSE, qui est une des mesures du plan eau qui n'a pas été spécialement reprise parce que, compte tenu du contexte, tout le monde s'est focalisé sur les enjeux de quantité. De façon logique, parce que cet épisode avec ces 95 départements dans lesquels il y a eu des arrêtés préfectoraux, 75 où on a réduit à la seule eau potable les dispositifs, 1000 communes privées d'eau avec du citernage ou des bouteilles, fait que ça a été vécu comme étant la fin de l'abondance et le fait qu'il allait falloir faire 100 ou avec moins. Mais il y a toute une partie du plan qui porte sur la qualité, sur le fait que nous avons plus de la moitié de nos masses d'eau qui ne sont pas en bon état écologique et que toutes les perspectives que nous avons sur la diminution des masses d'eau va renforcer la difficulté d'une manière totalement mécanique. Et donc, elle va pousser pour qu'on ait effectivement, à partir de ces indicateurs et de ce caractère très objectif, des mesures. Ça va de la préemption. Je me permets quand même de vous rappeler que nous évoquons aussi, par exemple, des projets de conversion à l'agroécologie, qu'on n'est pas uniquement dans des logiques de sanctuarisation, avec des crédits qui sont en face, qui sont dans le plan eau et qui vont servir à son financement.
c'est l'augmentation de la redevance pour pollution figure dans le PLF actuel pour aussi qu'on fasse en sorte de ne pas être seulement dans une logique où on se demande comment on utilise de l'argent public pour aller contrer les effets d'une politique dont on veut réduire une partie des conséquences. Donc on est sur quelque chose d'équilibré, avec des mesures pour faire en sorte d'accompagner les gestionnaires de proximité et d'autres pour aller augmenter la redevance pour pollution de manière à limiter la cause.